Le monde d'à peu près. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du Monde d'à peu près. Et c'est une émission un peu spéciale puisque ça s'appelle le coup de pouce. Alors, on a décidé avec l'équipe de donner des coups de pouce à certaines associations, certaines personnes qui veulent monter des émissions. Et ici, nous recevons l'association Nadiejda avec Anne Lejeune et Frédéric. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et pour m'aider dans cet exercice, à mon acolyte habituel, qui est Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Sans plus tarder, je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites chez Nadiejda, si je le prononce bien. Voilà, donc moi c'est Frédéric. Donc je suis à l'initiative de la création de cette ASBL, donc l'association Nadiejda. Donc avec Anne, qui est la première personne donc, qui est venue avec moi donc, pour créer cette association. Donc elle a été créée fin octobre 2022, donc il y a presque un an. Et donc le but c'est de recréer des liens entre la Belgique et la Russie, donc entre les Belges et les Russes en général. Donc à travers toute une série d'activités, notamment des conférences, des repas russes, toute une série d'activités culturelles que nous allons organiser donc au fur et à mesure. Quand vous dites recréer des liens, vous avez l'impression que les liens sont distendus, qu'ils n'ont jamais existé ou qui méritent d'être... Avant de répondre à cette question, on n'a pas entendu Anne. Anne. On va savoir qui tu es, comment tu fais. Alors, moi c'est Anne. Quand Frédéric m'a parlé de cette association, j'ai tout de suite été enthousiaste, car je suis une grande amoureuse de la culture russe, de la littérature russe, de la musique, des ballets, de cette culture qui a été surtout très importante au siècle des Lumières, et donc qui pour moi effectivement il me semblait que les liens étaient un petit peu distendus entre les Belges et les Russes, et les russophones en général. Ouais, donc ça me permet de reprendre ma question et de m'excuser de mon manque de galanterie. J'ai parlé avant que Anne puisse se présenter. Donc oui, c'était ça la question justement. Ces liens, vous les dites distendus, mais ça vous semble nouveau? Ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y a des éléments, des événements qui créent tout ça? Comment vous le ressentez ça? Oui, il faut savoir que déjà durant tout le XXe siècle, il y avait le rideau de fer. Donc déjà, on a été séparés simplement idéologiquement. Ensuite, il y a eu les années 90, il y a eu effectivement un rapprochement qui a commencé avec la perestroïka. Et puis, à partir des années 2000-2010, ça s'est de nouveau distendu, malheureusement. Et alors là, depuis février 2022, donc depuis le début de l'opération spéciale dans le Donbass, là, évidemment, les liens sont de plus en plus rompus. Et voilà, donc je pense qu'il faut faire quelque chose pour renouer ces liens. Tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Anne, ou tu es assez d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric. Effectivement, ces liens ont été brisés de part et d'autre par effectivement le rideau de fer. Et pendant toute une grande partie du XXe siècle et du XXIe, on avait l'impression que tout allait bien. Et puis voilà. Et maintenant, on se rend compte que on ne connaît plus. Les gens ne connaissent plus la culture russe. J'aimerais ajouter à ce que vous dites que les médias n'aident pas entre ce qui se passe. Ils prennent position dans la guerre, clairement, contre la Russie. Donc, ça découle sur la pensée du peuple qui, on va dire, diaboliser les Russes. Il y a ça, et avant ça même, il y a eu le rideau de fer, et effectivement, il fallait condamner le communisme. Et le soft power américain avait très fort joué dans de la diabolisation aussi des Russes. Donc effectivement, ce sont deux, je pense, points qu'il faut reprendre en considération quand on regarde les relations qu'on a avec les Russes. Oui. Par contre, moi, je rajouterais qu'il y a quand même un grand espoir dans le fait qu'il y a une demande ici parmi la population belge pour renouer ces liens.
il y a une demande de connaître la culture russe, l'âme russe. Et voilà, je pense qu'il manquait simplement une structure pour, je dirais, pour aider à ça. Vous sentez un grand intérêt, justement. Et les gens viennent, les Belges s'intéressent, ils ont envie de savoir ce que vous faites, ils participent. Oui, absolument, parce que donc nous n'avons fait que 2-3 activités et on a notamment fait déjà 2 repas russes et la salle était comble. Hein. On avait des repas plus de 60 russes, personnes. C'est des repas à la russe, il y a de la nourriture russe, c'est préparé par des Russes, il y a des chants russes, on jette son verre, comment ça se passe? Oui. Alors, il y a effectivement de la nourriture russe, notamment préparée par Frédéric. Il y a de la vodka, que nous espérons russe. Et parce que c'est assez difficile à trouver en Belgique, mais enfin bon, il y a de la vodka. On ne jette pas son verre, ça ne se fait pas, mais on mange russe, et il y a des chants russes, et nous avons un adhérent russe qui vient nous chanter des chansons russes avec sa guitare. Et justement, quand vous faites ces repas, vous êtes juste, on va dire, si on prend la sociologie des gens qui y viennent, c'est des Russes, c'est des Belges, c'est un mélange des deux, quoi. Enfin, en pourcentage, vous avez quoi comme population qui vous suit? A priori, je pense que ce sont 95% de Belges. Ok, d'accord. Oui. Et ça se passe en province, et donc et nous avons chaque fois entre 50 et 65 participants. Ok. Et quelles sont les autres activités? Donc on a parlé d'un repas russe. Qu'est-ce que vous avez encore organisé? Des conférences, j'ai entendu? Oui, donc on a commencé par une conférence sur l'histoire de la Russie, donc pratiquement depuis sa création il y a plus de 1000 ans. Et donc il y aura également une nouvelle conférence qui est programmée le jeudi 5 octobre à 19h. Et donc là, le sujet sera la mythologie slave. Et qui sera faite par qui? Alors par Rudy, qui est un érudit. Rudy est érudit. Exactement, oui. C'est le cas de le dire. Et donc c'est un passionné d'histoire russe. Il connaît, je pense qu'il en connaît un bon bout. Mais pour en revenir justement à ce que vous disiez tout à l'heure sur la méconnaissance de la Russie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que même le XXe siècle, parce qu'en fait c'est vraiment un autre prisme, une autre façon de vivre et d'avoir une philosophie de la vie en Russie ou dans les pays de l'Est qu'on n'a pas ici. Et souvent les gens regardent là-bas avec un prisme très européen centré d'ici. Et ça joue beaucoup aussi, je pense. On a un peu le même phénomène avec les États-Unis dans un tout autre registre, en réalité. Ça, c'est intéressant à voir. Oui, et en fait, les Russes ont toujours été très attirés par l'Europe occidentale, notamment la France et l'Italie. Et je pense que même maintenant, moi j'ai beaucoup de contacts avec des Russes en Russie, et je pense que malgré la guerre, ils sont toujours demandeurs de conserver des bonnes relations avec nous. Oui, et puis au XVIIIe siècle, ils ont accueilli quand même beaucoup de personnes qui n'étaient plus très en odeur de sainteté dans leur pays. Ils ont accueilli des écrivains, ils ont accueilli des penseurs. Donc c'était un peu le pays de la liberté de penser à cette époque-là. Plus maintenant? Probablement, mais... Si, moi je pense qu'en Russie, il reste une grande pluralité. Moi je lis différents médias russes. Je pense qu'il y a certainement une plus grande pluralité qu'en Europe occidentale actuellement. On n'hésite pas à critiquer le gouvernement, la menée de certaines opérations, etc. Donc voilà, je pense la presse libre existe en Russie actuellement. Je tiens à ajouter qu'on avait eu un entretien avec Thierry Marignac, où on lui avait justement posé la question à travers de savoir quelle en était et quelle est la confiance qu'on pouvait accorder à RTTV. Et il nous avait dit, lui aussi parlant le russe, qu'ils étaient globalement assez objectifs et des fois ça en devenait risible. Tellement justement ils essayaient d'avoir une contre-voix par rapport à ce que disait le Kremlin. Donc effectivement ça rejoint ce que tu dis et des sources que tu as, que la presse là-bas est en fait bien plus libre qu'ici. C'est assez étonnant, mais finalement ça l'est. On n'est plus sous
dans un régime communisme où effectivement là c'était le goulag si vous n'étiez pas d'accord avec ce qui passait, ce qui se passait sur place, si j'arrive à le dire. Voilà, donc ça rejoint ce que tu dis justement. Bon, c'est vrai que si on refait l'histoire, on a l'impression que ça s'est presque inversé à l'est et l'ouest. C'est assez, ça serait comique si ça n'était pas tragique par rapport à ce que nous vivons. C'est assez impressionnant, et même au point de vue économique. Hein. Si nous, ici, on connaît pas mal d'inflation, on connaît pas mal de difficultés économiques, il faut savoir que là-bas, malgré les sanctions, il y a un boom économique terrible, et notamment dans certaines régions. Hein. Ah bon ? Mais je crois qu'il y avait un ministre français qui avait déclaré vouloir mettre la Russie économiquement à genoux. Et l'année dernière, je crois qu'il a dit ça avec une certaine assurance. Oui, mais chaque année, le chômage diminue un petit peu. Je crois qu'ils vont passer en dessous des 3% de chômage. Et alors, il y a certaines régions, je pense notamment au Caucase, qui se développent. Je pense que c'est une croissance à 2 chiffres. Hein. Bon, il faut aussi signaler qu'il y a quand même des problématiques en Russie, notamment, je pense, qui a été combattu, l'alcoolisme, qui a des taux quand même assez sévères. Voilà, tout n'est pas non plus magnifique en Russie, je tiens à le signaler parce que, voilà, pour faire l'avocat du diable, hein, les auditeurs savent que j'aime le faire. Donc voilà. Je voulais dire aussi, moi, une des choses que j'apprécie dans l'âme russe, c'est le respect de nos valeurs fondamentales, comme la famille, notamment la famille, les croyances religieuses, etc. Je pense que c'est un refuge de nos valeurs fondamentales. Oui, et alors il y a beaucoup plus un esprit traditionnel, et alors une mentalité, hein, qu'on peut appeler une mentalité russe, qui est quand même différente de chez nous. Mais voilà, ils respectent beaucoup plus les traditions. Tout à fait. Notamment, oui. Et pour rappel aussi aux auditeurs, il n'y a pas si longtemps que ça, la langue de la diplomatie était le français, et je pense que ça a toujours une espèce d'aura auprès des Russes. Donc c'est vrai qu'ils apprennent encore toujours le français, je pense, plus que l'anglais. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, il faudrait vérifier. Oui. Mais voilà, il y a une espèce d'aura en fait quand même de la langue française auprès des Russes et de ce qu'a été la diplomatie française à l'époque. Oui, absolument, je confirme. Oui. Il y a beaucoup de Russes qui apprennent le français, il y en a beaucoup qui sont parfaits bilingues. Ah oui. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui habitent en Russie et qui sont parfaits bilingues. Oui, j'ai connu une personne, enfin une dame, donc qui était née à Moscou et tout. Elle est arrivée en France, elle parlait couramment le français à 20 ans. Quoi. Donc, elle avait été élevée quasiment en français et en russe. Par contre. Vous avez aussi participé à faire un convoi je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dedans, de matières premières, dirais-je, partent pour le Donbass. Ça est arrivé il y a quelques mois. Il y en a un deuxième qui va partir. Vous avez participé à ça ? Oui. Oui, donc en fait, c'est organisé par l'association SOS Donbass, qui est une association française et qui donc organise ce convoi donc de A à Z, mais il y a également une antenne ici en Belgique, hein, donc c'est Stani qui s'occupe de l'antenne, donc qui est également membre de Nadejda. Et donc nous, parmi nos adhérents, nous faisons un appel évidemment à rassembler donc des colis humanitaires. Ici c'est un petit peu juste parce que on clôture le 24 septembre. On a déjà récolté pas mal de colis, donc c'est principalement des médicaments, des accessoires et vêtements pour bébés et petits-enfants. Alors il y a également des vêtements pour adultes, des accessoires généraux. Moi j'ai un poste à souder par exemple qu'un adhérent nous a apporté. Et donc le prochain convoi partira tout début octobre. Et le précédent, quels étaient les retours ? Qu'est-ce qui a été dit ? Comment ça s'est passé ? Alors le précédent, ils sont partis en mai, si je me souviens, oui c'est ça, au mois de mai. Ils ont eu quelques difficultés pour arriver jusque-là, mais ils sont arrivés à bon port, tout a été déchargé. Et le plus important, c'est que les habitants du Donbass, qui sont en manque de pas mal de choses, qui subissent des bombardements depuis 2014, donc depuis à peu près 9 ans, étaient bien contents de recevoir de l'aide humanitaire, même si c'était une goutte d'eau par rapport à l'aide humanitaire massive venant de Russie. Mais symboliquement, ils ont pu apprécier le fait que certains pays européens
Cette association, donc SOS Donbass, avait récolté des dons de plusieurs pays européens, puisqu'il y avait la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne, je pense. Et donc voilà, donc ils étaient bien contents de voir qu'une aide arrivait et que donc même en Europe, on ne les oubliait pas. Et en plus, d'après ce qu'on nous a raconté, ils sont arrivés le jour d'une fête, on va dire locale ou nationale. Et donc ils ont été d'autant mieux accueillis. Ils sont arrivés ce jour-là. Et en plus, vous avez la preuve que c'est vraiment arrivé aux personnes qui en ont besoin, les personnes qu'il fallait, parce qu'on a aussi cette image qui est assez tragique, mais qui est quand même confirmée, de beaucoup de corruption. Est-ce que quand on organise un convoi comme ça, on peut vraiment espérer que ça arrive aux bonnes personnes et que ça soit vraiment utile ? Oui, ça absolument, je le confirme à 100%. On a même reçu, nous, des vidéos du déchargement là-bas sur place à Donetsk. D'accord. Et, vous parlez de vos adhérents. Il y a beaucoup d'adhérents. Et comment on fait pour adhérer à Nadiejda ? C'est-à-dire, quand on parle d'adhérents, donc ce sont plutôt des personnes qui participent aux activités. Des sympathisants. Oui, on va dire des sympathisants. Oui. On n'a pas vraiment, un registre d'adhérents. L'association est très jeune, donc on doit encore bien se structurer et s'organiser. Voilà. Mais les gens que ça intéresse et qui ont envie de participer, comment ils procèdent ? C'est très simple, ils peuvent nous contacter, donc soit par email, soit via Telegram. Il faut savoir on vient de créer un canal Telegram, donc avec toutes les informations qui sont diffusées. Sinon simplement par email. Qui s'appelle Nadiejda, le canal ? Alors le canal s'appelle tout simplement Nadiejda, Mm-hmm. oui, donc avec I, donc c'est Nadiejda. Sinon l'adresse email c'est pareil, c'est nadiejda.asbl@gmail.com. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, tout sera dans le descriptif de la vidéo, parce qu'on oublie Voilà. vite. Et les gens qui sont intéressés à vous rejoindre, il y a une activité ou une façon de faire dont vous avez réellement besoin maintenant, ou c'est vraiment dans tous les domaines que ça peut vous être utile, ou comme vous êtes une jeune association, c'est un peu dans tous les domaines, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dont vous auriez besoin maintenant ? Besoin maintenant, on a besoin de par exemple, quand on fait un repas russe, on a besoin de personnes qui sont capables de cuisiner des repas russes. On a besoin de conférenciers. On a aussi besoin on va lancer des cours de russe. Donc on a besoin de personnes qui sont capables de donner des cours de russe. Frédéric est capable de le faire, Victor aussi. Donc il faudra des élèves, évidemment, et un local pour pouvoir donner les cours. Alors on voudrait aussi faire des séances de cinéma russe, des séances, des concerts, de musique russe, éventuellement organiser un jour peut-être quand on sera plus gros un ballet, monter un spectacle. Donc pour tout ça, ça demande des bénévoles, ça demande des gens qui ont des compétences et qui ont envie de nous aider. Qui ont envie de nous aider, qui ont des idées, qui veulent apporter ce qu'ils peuvent à notre petit moulin. Quand vous parlez de cours de russe, concrètement, des gens pourraient s'inscrire et venir chez vous pour apprendre le russe, avec des professeurs ou des gens qui maîtrisent le russe. Oui, absolument, mais il y a une demande. Donc moi, je connais déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites à des cours de russe dans d'autres structures. Mais ouais, je pense que la demande va arriver progressivement. Maintenant, je mets en garde quand même, c'est une langue très très difficile. C'est une langue qu'il faut pratiquer tous les jours et compter 4 à 5 ans avant une maîtrise plus ou moins. Voilà. Mais c'est un clin d'œil justement à Thierry Marignac qu'on a reçu, qui dans son dernier livre a écrit si on maîtrise l'anglais en quelques semaines, en russe, ce sont les 5 premières années qui sont difficiles. Mais pour ceux qui ont fait du latin, il faut savoir il y a plus de cas de déclinaison. Le système de conjugaison des verbes est complètement différent du français. C'est assez complexe, mais c'est très enrichissant. Quand on apprend cette langue, je pense qu'on devient presque une deuxième personne. Et voilà, je pense que ça contribue également à former l'esprit, tout simplement.
Mais justement, toi qui parles le russe, qui connais bien cette culture, tu es allé en Russie, quel est ton itinéraire rapport à la Russie? Oui, donc voilà, en fait, malheureusement, je ne suis encore jamais allé en Russie. Bon, c'est prévu pour 2024. Mais bon, voilà, moi j'ai commencé à apprendre le russe il y a plus de 15 ans, par moi-même en fait. Et puis j'ai fait un stage organisé par l'ambassade de Russie, donc à Bruxelles, mais ce stage se déroulait à Deurne, donc c'est à côté d'Anvers, donc donné uniquement par des professeurs russes. Donc eux-mêmes organisent des cours de russe à Bruxelles. Alors ensuite, j'ai fait un voyage en Ouzbékistan, donc qui est une ancienne république soviétique devenue indépendante, mais où la deuxième langue est bien évidemment le russe, donc à égalité avec l'ouzbek. Et bon, comme de toute façon, ils ne parlent pas anglais, là-bas, ils ne veulent pas parler anglais. C'était très utile de connaître le russe. Et puis bon, voilà, maintenant, j'ai pas mal de correspondants en Russie, donc... je pense grâce à la technologie d'Internet, maintenant, il y a beaucoup plus facilement moyen de rentrer en contact avec des Russes, de pratiquer la langue russe, même via Skype, via Telegram, etc. Et avec tous ces contacts russes, un rapport à la situation actuelle et ce qui se passe, quel est l'état d'esprit chez eux? Quelle est leur vision des événements actuels? En fait, il y a de tout. Hein. Il y en a qui veulent pas du tout en parler, qui ne veulent pas du tout s'en occuper, qui continuent leur vie normale. Et puis, il y en a d'autres qui sont très, très engagés, qui sont à 100% derrière leur gouvernement. Donc, ils sont très, très patriotes. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment les deux. Il y a de tout. Comme je dis, il y a une pluralité. De nouveau, ça dépend des régions. C'est vrai que Moscou, Saint-Pétersbourg sont des villes plus libérales, plus tournées vers l'Occident. Mais les régions plus reculées, et surtout les régions du Caucase, sont beaucoup, beaucoup plus patriotiques et beaucoup plus derrière le Kremlin. Et j'ai une question, parce que tu viens de dire que tu avais eu des cours grâce à l'ambassade russe. Est-ce qu'il y a pas des possibilités entre votre association et des rapprochements avec l'ambassade? Est-ce que vous avez pu avoir des contacts avec eux? Comment ça se passe à ce niveau-là? Nous sommes allés un jeudi soir donc au Centre culturel et scientifique russe. C'était un premier contact. Nous avons vu un très beau film en russe et un film sur la guerre. La guerre 40-45. Hein. Et donc, voilà, non, c'était très intéressant. Maintenant, il faut y retourner. Ils font des projections tous les jeudis, je crois, ou bien une fois sur deux, ou un jeudi sur deux. Ils sont très accueillants, très gentils. Bon, voilà. Donc, on va y retourner. On va essayer de développer un petit peu, de voir ce qu'on peut faire avec eux, si on peut se développer des liens amicaux et efficaces avec eux. Voilà. On rappelle d'ailleurs parce qu'on parlait de la situation et ce qu'en pensent les gens sur place, que vous ne faites pas de politique et que vous êtes vraiment là pour le bien-être et la bonne relation des peuples au-delà des clivages politiques et autres décisionnaires gouvernementaux. Absolument. C'est important de le dire. Oui, absolument. Oui. Non, on ne fait pas de politique du tout. Maintenant, autre chose aussi, donc, qui est un des objectifs de l'association, donc, c'est d'accueillir, à la limite même de venir en aide donc, à certains Russes qui vivent ici en Belgique. Moi, j'en ai rencontré qui sont complètement perdus. Je peux citer l'anecdote d'une dame qui elle a des problèmes cardiaques, donc elle est allée voir un cardiologue. Et au moment où le cardiologue lui a demandé un petit peu si elle avait des antécédents, et donc lorsqu'elle a dû dire que son frère avait été hospitalisé à Moscou, eh bien, je dirais que la consultation a été très vite terminée. Le cardiologue s'est emporté et bon, malheureusement, elle va devoir trouver un autre médecin. Donc ça, ce sont des cas qui arrivent en Belgique, mais qui arrivent dans d'autres pays d'Europe, en France également, en Angleterre, etc. Et donc, je pense que une de nos raisons d'être, c'est également un petit peu d'orienter, de réorienter ces personnes qui sont parfois victimes de la russophobie. Russophobie qui vient qui est parfois attisée par certains courants, que je ne citerai pas évidemment. C'est important de le préciser, c'est qu'il y a vraiment
ça a des répercussions sur des citoyens russes qui n'y sont pour rien en fait, qui Bien sont sûr. victimes de la guerre, comme le sont les Ukrainiens. Oui. Donc, Absolument. C'est ce que j'allais dire. Oui, et donc absolument. les Ukrainiens, en tout cas aujourd'hui, n'ont aucune difficulté à être aidés. Par contre, les Russes, oui. Donc, chers auditeurs, si vous avez vous avez entendu des histoires de ce style, n'hésitez pas à vous retourner vers Nadezhda. Peut-être qu'ils pourront vous guider et vous aider justement à trouver des solutions à ces problèmes. Voilà, et dans un registre plus ludique, il était prévu aussi que nous puissions accueillir par exemple des étudiants russes et leur faire visiter cette magnifique ville de Bruxelles et environ. Voilà, donc faire guide touristique aussi. J'avais une question justement, parce qu'on parlait de l'Ukraine. Vous avez des sympathisants ukrainiens qui sont venus à vous, des gens que ça intéresse aussi tout ça? Alors nous avons des sympathisants, mais qui viennent plutôt de la région du Donbass. Maintenant, il y a des couples mixtes aussi. Hein. Il y a des couples où lui est russe, elle est ukrainienne, ou bien où lui est belge, elle est russe. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Oui, de tout. Nous avons même un sympathisant qui œuvre pour la Crimée. Oui, Dans absolument. son... Oui. Voilà. Voilà. Qui a une association depuis plusieurs années d'ailleurs. Qui a une association. L'association oui. belgo-criméenne. Ouais. Tout à fait. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Non, pas spécialement. Donc, moi, je pourrais dire que bienvenue à toutes les personnes qui veulent s'investir de près ou de loin dans l'association, qui veulent participer à nos événements. Vous êtes évidemment tous les bienvenus. Bah, super. Ben voilà, c'est Nadezhda. Tous les liens vers l'association seront en descriptif de cet audio. Je vous souhaite du succès. Merci pour ce que vous faites. Et voilà, c'était un petit coup de pouce d'Artemus, du monde d'à peu près. Voilà. Et spasiba bolchoï. Oui, mais merci à vous de À tes nous souhaits. avoir reçus. Spasiba большое. Au revoir, chers auditeurs. À très bientôt. Au revoir.